Bonjour à tous. Alors pour cette vidéo, je vais aborder 14 plantes aux propriétés amères. Alors, déjà il faut savoir que les substances amères les plus actives dans les aliments, ils proviennent le plus souvent des alcaloïdes. Et du coup, l'amère, elle permet de désintoxiquer, de purifier l'organisme, tout en diminuant la sensation de soif, mais aussi les conditions de chaleur et les problèmes de peau. Voilà. Donc l'amertume est donc très indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Voilà. Alors la première plante que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'absinthe. Alors, l'absinthe, elle est originaire d'Europe. Elle pousse en Asie centrale et sur les côtes des États-Unis et dans les régions tempérées. Donc voilà. On va faire les semis au printemps et on va séparer la racine en automne. Voilà. Alors les parties utilisées de l'absinthe sont les parties aériennes et les feuilles fraîches. Voilà. Donc ne pas utiliser les feuilles sèches. Très important. Et les constituants, alors la plante est constituée d'huiles essentielles, dont de la thuyone, de l'azulène et des terpènes. Ensuite, elle contient des lactones sesquiterpéniques, dont de l'artabazine et de l'anabsintine. Ensuite, elle a aussi des flavonoïdes, des composés phénoliques et des lignanes. Donc voilà. Et alors pour la petite histoire, du coup, absinthium, en latin, ça signifie sans douceur. Donc voilà, et il faut savoir aussi que l'absinthe est l'une des plantes les plus amères. Voilà. Alors du coup, c'est les parties aériennes en fait qui contiennent des substances amères. Et du coup, cette plante, elle doit ses vertus thérapeutiques à toute une variété de constituants, donc dont la plupart sont très amers. Et en fait, les récepteurs gustatifs de la langue vont réagir par réflexe en fait à l'amertume et vont donc stimuler la production de sucs gastriques, de sucs pancréatiques et de sucres intestinaux. Voilà. Alors il faut faire aussi très attention à ne pas l'utiliser sans avis médical. Il faut la prendre qu'en petite dose et surtout ne pas prolonger le traitement plus de 4 ou 5 semaines. Voilà. Et aussi elle est fortement déconseillée chez les femmes enceintes. Voilà. Alors ensuite, la deuxième plante que je vais vous présenter, du coup, donc c'est l'absinthe chinoise, qui elle aussi est amère. Alors l'absinthe chinoise, elle pousse au Japon et au Vietnam, en Chine aussi, en Russie et en Amérique du Nord, voilà. Les semis se font au printemps et la séparation des rhizomes se fait en automne. Voilà. Alors on peut voir la distinction entre les feuilles de l'absinthe et celles de l'absinthe chinoise. Donc l'absinthe chinoise, comme vous pouvez voir sur la photo, les feuilles sont d'un vert un peu plus foncé. Voilà, où l'absinthe normale, elle présente plus une couleur un peu blanchâtre sur les feuilles. Donc voilà. Du coup, les parties utilisées de l'absinthe chinoise sont les feuilles, du coup, qui vont être récoltées en été. Voilà. Et les constituants, alors il y a des lactones sesquiterpéniques, dont de l'artémisuline, de l'huile essentielle aussi, et voilà, et des flavonoïdes. Voilà. Alors, tonique amère, donc qu'est-ce que veut dire tonique amère? Donc, ça signifie en fait que ça va stimuler la digestion en augmentant les sécrétions de l'estomac. Voilà. Et surtout, il ne faut jamais l'utiliser sans avis médical pendant la grossesse. Donc je vous conseille de ne pas l'utiliser pendant la grossesse, voilà, pour ne pas prendre de risques. Donc voilà. Alors il faut savoir aussi qu'on utilisait du coup l'absinthe chinoise dans la médecine traditionnelle chinoise pour soigner la malaria. Donc voilà. Donc ensuite la troisième plante, c'est la quinquina. Alors la quinquina, elle est originaire d'Amérique du Sud. On la cultive aussi en Inde, en Afrique. Et ce sont donc l'écorce, les branches et les racines qui vont être prélevées sur les arbres âgés de 6 à 8 ans. Et ensuite, on va les sécher au soleil. Voilà. Et les parties utilisées, alors du coup, il y a l'écorce, le tronc, les branches et les racines. Donc voilà. Et les constituants, alors il y a des alcaloïdes, donc il y a 6,5% d'alcaloïdes, je crois, dont 30 à 60% de type quinine. Ensuite, il y a des glucosides triterpéniques amers. Il y a aussi des anthraquinones, des acides quiniques et des acides shintonamiques. Voilà.
Alors, du coup, pour la petite histoire, donc la quinquina, elle a été répertoriée au Pérou en 1633. Et je pense que vous le savez, mais la quinine, voilà, c'est un médicament en fait antipaludéen qui est le médicament le plus utilisé dans le monde, en tout cas pour traiter le paludisme. Voilà. Du coup, donc la quinquina, en fait, elle contient des substances amères, dont les alcaloïdes, et la quinine, en fait, qui va provoquer la stimulation réflexe de la digestion en augmentant les sécrétions gastriques. Donc voilà. Alors il faut aussi faire très attention, la surconsommation peut provoquer un coma mortel, donc il faut la prendre que sur prescription médicale, ni pendant la grossesse, et son usage est réglementé dans certains pays. Donc voilà, je vous conseille de faire très attention avec cette plante-là. Voilà, pour si vous voulez une plante aux propriétés amères, je vous conseille d'utiliser les autres parce que celle-là, voilà, si on l'utilise trop, on peut en mourir, donc c'est mieux de pas l'utiliser. Alors, voilà pour la quinquina. Donc ensuite, il y a la gentiane jaune. Alors la gentiane jaune, elle est originaire des Alpes et des régions montagneuses de la péninsule ibérique. Donc elle pousse de 700 à 2400 mètres d'altitude. Alors il faut savoir que l'espèce sauvage, elle est menacée d'extinction et donc elle est protégée dans certains pays. Alors il ne faut surtout pas l'accueillir à l'état sauvage en fait. Et les parties utilisées du coup de la plante sont les racines sèches, et les racines fraîches. Donc voilà. Et les constituants, alors il y a des principes amers, des acides phénoliques et de la gentianose. Voilà. Alors pour la petite histoire, la gentiane, elle servait à confectionner de nombreux apéritifs traditionnels. Et du coup, ces apéritifs un peu rituels, ils étaient consommés environ une demi-heure avant les repas, afin de stimuler les sucs gastriques et donc préparer l'estomac à la digestion d'un repas lourd et copieux, quoi. Voilà. Alors il faut savoir aussi que la gentiane, donc elle permet de soigner les maux d'estomac et elle stimule la digestion. Donc, voilà. Alors surtout, donc ne jamais l'utiliser en cas d'acidité gastrique ou d'ulcère gastrique. C'est vraiment très important. Et aussi, du coup, c'est la racine qui contient des principes amers. Voilà. Alors, pour la prochaine plante, donc c'est le houblon. Alors, le houblon, il est originaire d'Europe, d'Asie. Il pousse dans les haies et sur les terres incultes. Il est aussi cultivé en Europe du Nord. Et les fleurs femelles, donc les strobilles, sont cueillies au début de l'automne et séchées à basse température. Voilà. Alors il faut savoir que les strobilles, en fait, sont des formations compactes en forme d'épi ou de cône qu'on peut retrouver aussi chez les fougères, les conifères et du coup les houblons. Donc, voilà. Alors les parties utilisées sont du coup les tiges, les strobilles et les strobilles, les fleurs femelles. Et les strobilles mûres donc peuvent être employées frais, mais sont plus communément sèches en raison de leur action tonique amère. Donc voilà. Alors et les constituants sont du coup des principes amers, donc de l'humulone, du lupulone, de l'acide valénamique, de l'huile essentielle, donc il y a 1% d'huile essentielle je crois, il y a de l'humulène. Il est aussi composé d'hétérocides flavoniques, d'éthanins, des polyphénoliques, aussi des dérives œstrogéniques, et voilà. Alors, du coup, pour la petite histoire, donc lorsque le houblon a été introduit, lorsqu'il a été introduit en Angleterre au XVIe siècle, donc il a été introduit dans la fabrication de la bière. Et beaucoup l'accusaient en fait d'être seulement une mauvaise herbe qui pouvait être très dangereuse. Alors que maintenant, désormais, beaucoup de bières sont faites à partir de doublons. Donc voilà. Alors il faut aussi faire très attention à ne pas l'utiliser en cas d'état dépressif. Donc voilà, c'est vraiment très important. Et du coup, le houblon, donc c'est un sédatif, un soporifique et aussi un antispasmodique, pardon. Donc voilà. L'autre plante donc, que je vais vous présenter, c'est la grande camomille.
Donc la grande camomille, elle est originaire du sud-est de l'Europe, mais également de l'Amérique du Nord et de l'Australie. Donc elle pousse généralement sur les sols bien drainés et bien ensoleillés. Alors les feuilles elles vont être récoltées toute l'année et les parties aériennes sont récoltées en été juste après la floraison. Voilà. Alors les parties utilisées donc sont les parties aériennes et les feuilles. Voilà. Et du coup les constituants, donc il y a de l'huile essentielle, dont de l'alpha-pinène, il y a des lactones sesquiterpéniques, pardon, dont de la perténolide et des sesquiterpènes. Voilà. Alors, pour l'histoire, donc la grande camomille, à l'époque, elle était surtout prescrite aux femmes. Et aussi, elle a longtemps été préconisée donc, contre les rhumatismes, l'arthrite. Et aujourd'hui, on la prescrit plutôt contre la migraine. Donc voilà. Du coup, il faut faire très attention. Donc la consommation des feuilles fraîches, elle peut provoquer des aftes. Et aussi, elle est incompatible avec d'autres traitements pour la circulation. Et aussi, elle est déconseillée pendant la grossesse. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler de la pissenlit. Alors, la pissenlit, donc, elle pousse partout dans le monde. Les feuilles jeunes sont récoltées au printemps et les racines sont récoltées au bout de 2 ans et sont prélevées en automne. Voilà. Alors, les parties utilisées sont les feuilles et les racines. Et les constituants, alors dans le pissenlit, il y a des amères lactucopiennes, des triterpènes, de la vitamine A, B, C et D, pardon. Dans la feuille seule, il y a des acides aminés, de la caroténoïde, des minéraux, dont du potassium. Et dans la racine, il y a des des taraxacosides, un peu dur à prononcer, des sucres et des minéraux, dont du potassium et des calciums. Donc voilà. Alors, il faut savoir aussi que dès le XIe siècle, donc le pissenlit était recommandé par les médecins arabes. Et du coup, ce sont surtout les racines en fait qui ont des propriétés médicinales plutôt que les feuilles. Et les racines ont notamment une action vraiment bénéfique sur le foie. Donc voilà. Alors du coup, cette plante est tonique amère. Donc pareil, elle va stimuler le système digestif. Et il faut surtout ne pas l'utiliser en cas d'insuffisance rénale ou cardiaque. Voilà, c'est très important. Voilà, très important. Il ne faut pas oublier ce point-là. Les contre-indications des plantes, à chaque fois, il faut faire très attention. Alors ensuite, il y a la bugle rampante. Donc la bugle rampante, elle est originaire d'Europe, d'Afrique du Nord et aussi de certaines régions asiatiques. Elle a été acclimatée en Amérique du Nord et elle pousse souvent dans les bois humides ou dans les zones montagneuses. Voilà. Et on récolte souvent, on la récolte au début de l'été, au moment de la floraison. Et les parties utilisées, du coup, sont les parties aériennes. Alors, la plante, elle est constituée d'iridoïdes, de principes amers, de diterpéniques, de phytohexdisone et d'acide caféique. Voilà. Alors, selon la pharmacopée européenne, la bugle est cicatrisante. Et à l'époque, Nicolas Culpeper, qui était un médecin anglais, je crois, disait que la décoction de feuilles et de fleurs en vin, donc liquéfiait en fait le sang coagulé chez les personnes qui souffraient de contusions internes, qui étaient dues à une chute ou à d'autres chocs. Voilà. Alors du coup, la plante, elle est amère et aromatique. Et donc c'est la forte teneur en tanins qui lui confie des propriétés astringentes et du coup son goût amer qui est très exploité pour les troubles digestifs. Donc voilà. Alors ensuite, je vais vous présenter l'Aurone mâle. Alors l'Aurone mâle, elle est originaire d'Europe méridionale. Elle est très rare à l'état sauvage et on récolte les parties aériennes en automne. Et du coup, cette plante est surtout cultivée en parfumerie, en fait. Voilà. Et les parties utilisées sont les parties aériennes. Alors, les constituants sont donc de l'huile essentielle, de l'abrotine et des coumarines. Voilà. Et alors, du coup, il faut savoir que jadis, on plaçait des rameaux d'aurone dans les armoires pour éloigner les mites.
Et en Angleterre aussi, au tout début du siècle dernier, on plaçait un bouclier d'aurone et de rue, qui est une autre plante, près des cellules des prisonniers pour éviter la contagion en fait de la fièvre des prisons, quoi. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que l'aurone, elle stimule la production de sécrétions gastriques et intestinales. Elle est aussi un vermifuge pour les enfants et elle provoque les règles. Donc voilà. Et ce sont surtout les feuilles du coup qui présentent un goût amer. Et surtout à éviter durant la grossesse. Cette plante ne convient pas du tout aux enfants de moins de 12 ans. Et donc voilà. Alors ensuite, je vais vous présenter l'asperge. Donc l'asperge, assez connue. Alors elle est originaire du bassin méditerranéen et d'Asie. Donc elle est cultivée pour ses jeunes pousses. Et les racines sont récoltées après la coupe des pousses en fait. Voilà. Et les parties utilisées du coup sont les racines et les pousses. Et l'asperge est constituée de glucides dont des fructosanes, des saponocides et des flavonoïdes. Voilà. Alors, du coup, pour la petite histoire, au 1er siècle de notre ère, le grec Dioscoride, dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos, recommandait d'absorber en fait une décoction de racines d'asperges afin d'augmenter le volume d'urine pour soigner du coup les affections rénales ou la jaunisse et même la sciatique. Voilà. Alors, il faut surtout ne pas l'utiliser en cas de maladie rénale. Et du coup, ce sont les peaux d'asperges en fait qui les rendent amers. Donc voilà. Alors, maintenant je vais vous présenter le lichen d'Islande. Alors, le lichen d'Islande, il est originaire des régions scandinaves et alpines, pardon. Alors, il pousse souvent sur les rochers et les écorces des arbres, vous avez dû sûrement en voir. Et notamment, il pousse sur les conifères. Donc voilà, on le récolte tout au long de l'année. Les parties utilisées, du coup, sont la plante entière. Voilà. Il faut savoir que le lichen, il pousse souvent sur des sols très acides. Voilà. Alors, ces constituants sont donc de l'acide urinique, donc de la lichénine, des amers et environ 50% de polysaccharides. Donc les polysaccharides qui ont une action antivirale d'ailleurs. Voilà. Alors, du coup, il faut savoir que depuis longtemps, le lichen a été utilisé comme antitussif. Et de plus, la phytothérapie occidentale l'intégrait il y a quelques années de cela dans le traitement du cancer. Donc voilà. Alors, du coup, la plante est amère, voilà. Alors, je ne sais pas quelle partie de la plante est amère, mais voilà, en tout cas, c'est... Voilà. Alors, du coup, on en revient. Ensuite, du coup, il y a la camomille romaine. Alors, la camomille romaine, donc déjà, il ne faut surtout pas la confondre avec la camomille allemande, qui, elle, a plus de fleurs et moins de feuilles, comme vous pouvez le voir sur le diaporama. Alors du coup, la camomille romaine, elle est originaire d'Europe occidentale. Elle est cultivée dans toute l'Europe et les fleurs sont récoltées en été, donc lorsqu'elles sont épanouies. Et les parties utilisées sont les fleurs et l'huile essentielle. Et les constituants sont donc, il y a 1,75% d'huile essentielle, dont de l'ester acide tiglique et angélique, du chamazulène, des lactones sesquitermiques, dont de la nobiline. Ensuite, des flavonoïdes, des coumarines et des polyphénols. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que la camomille romaine était très appréciée en Égypte, donc depuis l'Antiquité, et que malgré son nom, elle était inconnue à Rome, et elle n'y a été cultivée qu'à partir du XVIe siècle. Voilà. Alors, ce sont les fleurs, du coup, qui ont une action amère, et d'ailleurs, les fleurs ont une action amère beaucoup plus prononcée que la camomille allemande. Et du coup, les fleurs se trouvent en vente assez facilement dans des herboristeries en ligne. Donc voilà, et il faut savoir aussi que l'huile essentielle fait l'objet de restrictions légales dans certains pays et qu'il ne faut surtout pas l'utiliser par voie interne sans avis médical. Voilà. Alors la dernière plante, c'est la chélone glabre. Alors un nom un peu compliqué, je ne sais pas si vous la connaissez celle-là. Elle est très jolie comme vous pouvez voir sur les photos. Alors d'ailleurs, la première photo, elle montre la première couleur de la fleur, du coup qui est le blanc. Et ensuite, dans la deuxième photo, donc les fleurs deviennent violettes. Donc voilà. Alors, la chélone glabre, elle est originaire de l'Est de l'Amérique du Nord.
Elle pousse près des marécages, des sous-bois et des berges, et on la récolte en été ou en automne, voilà. Et les parties utilisées sont les parties aériennes. La chélote glabre est constituée de résine et de principes amers, voilà. Alors il faut savoir que le nom savant de cette plante, donc qui est chélone, signifie en fait tortue en grec, car en fait cela se réfère à ces capitules qui font penser un peu à une tête de tortue. Donc voilà. Enfin à l'époque, hein, parce que moi je regarde la photo maintenant, je vois pas de tête de tortue, mais bon, ils avaient beaucoup d'imagination, les Grecs. Et du coup, alors ça va être les parties aériennes qui sont fortement amères. Et voilà.